15 films qui ont remporté l'Oscar. 15 films qui, selon les critiques, les historiens et même certaines personnes qui les ont réalisés, ne le méritaient tout simplement pas. Certains ont battu de véritables chefs-d'œuvre. D'autres ont été soutenus par l'un des hommes les plus corrompus de l'histoire d'Hollywood, et certains ont gagné pour des raisons que l'Académie préférerait sans doute que vous oubliez, à commencer par Shakespeare in Love. Commençons par un film impliquant l'une des figures les plus douteuses d'Hollywood de ces dernières années, Harvey Weinstein. Ce producteur était un génie pour positionner ses films en vue des récompenses. Weinstein avait compris que même avec de petits films, les prix signifiaient une augmentation du public et du box-office. Alors il utilisait toujours diverses influences pour s'assurer que ses films remportent des récompenses. Même s'il faut reconnaître que beaucoup des films qu'il a produits étaient bons, comme la trilogie du Seigneur des Anneaux, il y en a d'autres dont tout le monde a vu qu'ils ont gagné grâce à la pure corruption. Un exemple de cela est Shakespeare in Love, qui a été nommé pour 13 Oscars et en a remporté 2. Un pour l'actrice Gwyneth Paltrow et un autre pour le meilleur film. Le film explore de façon romancée la vie amoureuse de Shakespeare, le célèbre et emblématique écrivain anglais. Honnêtement, en regardant le film aujourd'hui, c'est extrêmement kitsch et ça présente Shakespeare comme un vrai tombeur incroyablement séduisant. Écoutez, je ne doute pas qu'il était talentueux, mais je doute qu'il ait eu l'air aussi bien que ce type. Ce film, qui aurait plutôt eu sa place en deuxième partie de soirée, a surpris tout le monde en remportant 2 Oscars, dont celui du meilleur film. La vérité, c'est que Weinstein avait une stratégie digne d'un psychopathe. Il a organisé plusieurs projections spéciales pour les membres de l'Académie, dont une en particulier dans une maison de retraite. Et comme personne ne faisait jamais attention aux personnes âgées, elles ont été assez touchées par ce geste et ont voté pour Shakespeare in Love. Eh bien, en dehors des soirées, des cadeaux, des coups de fil et j'en passe, Harvey a réussi à décrocher cette victoire et d'autres présentes dans cette liste. Et puisqu'on parle de gagnants qui ont laissé tout le monde sans voix, Coda arrive ensuite. Coda est un remake d'un film français intitulé La famille Bélier. Il raconte l'histoire d'une famille de sourds-muets dont la fille Ruby est la seule à entendre et elle doit jongler entre ses aspirations à chanter et sa responsabilité de soutenir sa famille. Le film n'est pas si mauvais, mais sa nomination à l'Oscar du meilleur film était déjà trop. Qu'il gagne est une autre histoire. Pour rappel, cette année-là, Coda affrontait Dune, première partie. Sur quelle planète Coda est-il un meilleur film que Dune, d'une quelque manière? En plus de ça, la concurrence comprenait aussi The Power of the Dog, Nightmare Alley, Drive My Car, Licorice Pizza, West Side Story et King Richard, qui avaient tous bien plus de qualité et de potentiel cinématographique. Voir Coda gagner, c'est le genre de décision qui te fait penser que les membres de l'Académie vivent dans une réalité complètement déformée. Mais si la victoire de Coda semblait irréelle, ce que Danse avec les loups a fait à Les Affranchis est quelque chose qui dérange encore tous ceux qui aiment le cinéma. S'il y a bien un réalisateur que l'Académie n'a jamais respecté, c'est Martin Scorsese. Il avait déjà perdu avec un film aussi transcendant que Taxi Driver. Donc, quand il a réalisé l'un de ses chefs-d'œuvre absolus, Les Affranchis, c'était presque prévisible que l'Académie détournerait encore une fois le regard. Le film qui a volé l'Oscar à Les Affranchis, c'est Danse avec les loups, réalisé et interprété par Kevin Costner. Pour être honnête, le film n'est pas un navet. Un personnage s'immerge dans la culture amérindienne et tisse un lien inattendu avec la communauté. C'est en gros Pocahontas ou Avatar sans les effets spéciaux. La performance de Costner est solide et le film est vraiment touchant. Mais du scénario à la réalisation en passant par le jeu des acteurs, Les Affranchis jouent dans une toute autre catégorie. Scorsese lui-même l'a qualifié de véritable cinéma. Mais on comprend que l'Académie a tendance à préférer le sentimental et l'émotionnel au brut et au violent. Rocky est un film qu'on a personnellement du mal à mettre sur cette liste. Rocky, c'est une histoire de persévérance et de détermination qui prouve que parfois, la vie n'est pas forcément horrible. Mais malgré tout le côté émouvant de la success story de Sylvester Stallone, on ne peut pas ignorer que l'année où Rocky a remporté l'Oscar du meilleur film, Taxi Driver de Martin Scorsese a perdu. Plusieurs critiques soutiennent également que Les Hommes du Président auraient dû remporter le prix à la place. Le premier Rocky est un très bon film, émouvant, mais la transcendance et la maîtrise de Taxi Driver ou des Hommes du Président sont d'un tout autre niveau. Et Taxi Driver, en particulier, est devenu l'une des influences majeures de la renaissance du cinéma hollywoodien à une époque où l'industrie était en perte de repères. Et pour montrer que ce n'est pas qu'une seule opinion, en 2015, The Hollywood Reporter a contacté plusieurs membres de l'Académie pour leur demander s'ils changeraient leur vote, et plusieurs ont admis que Rocky n'aurait pas dû gagner et que Les Hommes du Président étaient le bon choix. Cela dit, il est difficile de rester vraiment fâché à ce sujet. Et alors que Rocky avait au moins du cœur pour lui, le discours d'un roi avait quelque chose de bien plus puissant, Harvey Weinstein. Le discours d'un roi raconte l'histoire vraie du roi George VI d'Angleterre, sa lutte contre le bégaiement et son travail avec un orthophoniste pour le surmonter.
Malgré la formule gagnante de l'amélioration de soi, il est tout de même difficile de comprendre comment il a pu surpasser autant de chefs-d'œuvre. La réalité est simple. Il a été distribué par The Weinstein Company et l'inarrêtable Harvey n'a pas hésité à utiliser ses méthodes habituelles pour positionner le film pendant la saison des récompenses. Encore une fois, tout a parfaitement fonctionné pour lui. Cette année-là, la concurrence comprenait The Social Network, Black Swan, True Grit, 127 heures et The Fighter. Le discours d'un roi a tout de même ses qualités, comme la performance de Colin Firth, justement récompensée, mais presque plus personne ne s'en souvient aujourd'hui. Pendant ce temps, la plupart de ses concurrents sont déjà considérés comme des classiques. Pour beaucoup, Collision est le pire lauréat de l'Oscar du meilleur film de l'histoire et il est difficile de contester cet argument. L'idée du film était de représenter Los Angeles et sa diversité, en se concentrant sur la discrimination et les préjugés qui existent entre ses habitants. Cependant, au lieu de nous aider à comprendre la discrimination, le film se remplit de clichés et de stéréotypes sur les personnages mexicains, noirs et moyen-orientaux. En plus de cela, le film est hyper dramatique et absurde à certains moments, comme lorsque une jeune fille saute sur la poitrine de son père juste au moment où quelqu'un tire sur lui pour que la balle s'avère être à blanc, comme si le film n'assumait pas ses propres conséquences. Ou encore lorsque le personnage de Sandra Bullock réalise que sa femme de ménage est une bonne personne, simplement parce qu'après avoir stupidement glissé dans les escaliers, celle-ci l'aide à se relever. Pour beaucoup, ce n'était rien d'autre que l'Académie qui se congratulait elle-même. Mais ce qui est impardonnable, c'est que beaucoup estiment que Le Secret de Brokeback Mountain aurait dû gagner cette année-là. Le réalisateur Ang Lee, qui a quand même eu l'Oscar du meilleur réalisateur, a confirmé plus tard que de nombreux membres de l'Académie étaient homophobes et un peu racistes aussi, puisque le film, au pire stéréotype et à la cinématographie plus faible, l'a emporté. Et si voir Crash l'emporter sur Le Secret de Brokeback Mountain ressemblait à un scandale, ce que l'Académie a fait à Citizen Kane relève carrément d'une autre catégorie. Quelle était Verte ma vallée a remporté l'Oscar du meilleur film en 1942 et détient la triste distinction de faire partie de ce qui est largement considéré comme la plus grosse erreur de toute l'histoire des Oscars. Le film, réalisé par John Ford, raconte l'histoire d'une famille de mineurs gallois et de leurs difficultés à travers les générations. C'est un film bien réalisé pour son époque, mais celui qui l'a battu était Citizen Kane, le premier long-métrage d'Orson Welles, un film qui a révolutionné la grammaire du cinéma et introduit des techniques que les réalisateurs utilisent encore aujourd'hui et qui est constamment classé parmi les plus grands films jamais réalisés. L'Académie a également largement ignoré les innovations techniques de Welles dans les autres catégories. Aujourd'hui, presque personne en dehors des cours d'histoire du cinéma ne regarde Quelle était Verte ma vallée, alors que Citizen Kane est étudié dans toutes les écoles de cinéma sérieuses du monde. L'écart entre ces deux résultats dit tout. Quelle était Verte ma vallée a au moins l'excuse d'appartenir à une autre époque. Le Patient anglais n'a pas cette excuse. Le Patient anglais a remporté l'Oscar du meilleur film en 1997, raflant 9 des 12 récompenses pour lesquelles il était nommé. Adapté du roman de Michael Ondaatje, il raconte une histoire d'amour en temps de guerre entre le patient, interprété par Ralph Fiennes, et l'infirmière incarnée par Juliette Binoche. Il était en compétition avec des films très différents comme Fargo des frères Coen et Jerry Maguire, et a pourtant réussi à leur faire de l'ombre à tous. C'était le 3e Oscar pour le producteur Saul Zaentz, qui avait déjà remporté la statuette pour Vol au-dessus d'un nid de coucou et Amadeus. Mais Harvey et Bob Weinstein de Miramax comptaient aussi parmi les gagnants ce soir-là. Harvey, qui avait déjà la réputation d'être implacable, investissait dans la promotion bien au-delà de ce que dépensaient les autres. Et quand cela ne suffisait pas, il pouvait lancer de fausses rumeurs sur ses concurrents. Ces tactiques ont fonctionné, comme presque toujours. De nos jours, on parle rarement du patient anglais, sauf dans un célèbre épisode de Seinfeld où Elaine est forcée de le regarder plusieurs fois et le déteste. Fargo, en revanche, n'a jamais cessé d'être célébré. Le Titanic a remporté 11 Oscars, égalant le record absolu à l'époque. C'était le film le plus rentable jamais réalisé, un véritable phénomène culturel et une prouesse technique qui méritait d'être reconnue dans de nombreuses catégories. Mais meilleur film ? Cette année-là, les nommés comprenaient aussi Ella Confidential, un chef-d'œuvre néo-noir que beaucoup de critiques considéraient comme le meilleur film de l'année, ainsi que Will Hunting. L.A. Confidential a remarquablement bien vieilli et est encore étudié et célébré aujourd'hui, tandis que Titanic est devenu davantage un objet culturel nostalgique qu'un film auquel on revient pour son histoire. L'Académie a voté pour le plus grand film qu'ils aient jamais vu, mais la démesure et la maîtrise ne sont pas la même chose, et L.A. Confidential l'a prouvé en vieillissant bien mieux que le film qui l'a surpassé. Miss Daisy et son chauffeur est un exemple qui prouve que l'Académie a toujours eu un faible pour un certain type d'histoire. Il a remporté l'Oscar du meilleur film sans même être nommé pour celui du meilleur réalisateur, l'un des rares cas où cela s'est produit.
L'histoire se concentre sur l'amitié inattendue entre une femme blanche âgée, difficile, et son chauffeur noir pendant les pires années de tension raciale en Amérique. Beaucoup pensent que le film qu'aurait dû gagner cette année-là est My Left Foot, avec Daniel Day-Lewis dans le rôle d'un peintre et écrivain atteint de paralysie cérébrale qui a lutté pour s'ouvrir au monde. Aujourd'hui, même si Miss Daisy et son chauffeur est largement tombé dans l'oubli, c'est l'un des films qu'a révélé Morgan Freeman au grand public. Freeman a d'ailleurs été nommé cette année-là aux côtés de Daniel Day-Lewis, et rien que pour ça, on pardonnera à l'Académie. Et puisqu'on parle de l'Académie qui joue la carte de la sécurité, Green Book est peut-être l'exemple le plus flagrant de toute cette liste. Green Book a remporté l'Oscar du meilleur film en 2019 et pour être honnête, le film en lui-même n'est pas mauvais. Il raconte l'histoire d'un pianiste noir talentueux vivant à l'époque la plus marquée par la ségrégation raciale aux États-Unis qui se lie d'amitié avec son chauffeur, interprété par Viggo Mortensen. Les deux parcourent le pays affrontant les obstacles de la discrimination et tissant une profonde amitié. Dans la même catégorie, on retrouvait BlacKkKlansman, La Favorite, Roma, A Star is Born et Vice. Pour être honnête, dans ce cas précis, en termes de photographie et d'interprétation, Green Book mérite vraiment un 10 sur 10. Il n'y a pas vraiment de point faible à critiquer sur le plan technique. Mais il a précisément remporté l'Oscar grâce à cette touche sentimentale que l'Académie adore et parce qu'il était bien moins incisif politiquement que des films comme BlacKkKlansman. Personnellement, cette année-là, le prix aurait dû revenir à La Favorite, qui proposait une approche cinématographique supérieure et des performances qui surpassaient clairement celles, déjà excellentes, de Green Book. Décerner l'Oscar à Green Book était le choix le plus sûr que l'Académie pouvait faire. Des gens comme les autres a remporté l'Oscar du meilleur film et celui du meilleur réalisateur pour Robert Redford, qui signait là son premier film en tant que metteur en scène. Le film raconte l'histoire d'une famille américaine brisée par la mort accidentelle de l'un de leurs fils, et il a valu à Meryl Streep son premier Oscar en tant que meilleure actrice dans un second rôle. Le problème n'est pas ce qu'est des gens comme les autres, mais ce qu'il a battu, Raging Bull de Martin Scorsese, largement considéré comme l'un des plus grands films jamais réalisés, et Elephant Man de David Lynch. Redford a remporté l'Oscar du meilleur réalisateur devant Scorsese, Lynch et Roman Polanski. Aujourd'hui, Des gens comme les autres est surtout retenu comme une note de bas de page à la défaite de Raging Bull. Redford a utilisé cette reconnaissance pour créer le festival de Sundance, qu'a lancé certains des films indépendants les plus importants du cinéma américain. L'histoire a tout de même un côté positif, malgré le choix des Oscars. Et si le fait que des gens comme les autres aient battu Raging Bull te semble toujours injuste, attends de voir ce que Weinstein a réussi à faire avec Chicago. Chicago a remporté l'Oscar du meilleur film en 2003, battant Le Pianiste, qui a valu à Roman Polanski l'Oscar du meilleur réalisateur cette même nuit, ainsi que Gangs of New York de Martin Scorsese. Chicago est une adaptation brillante et divertissante du célèbre musical de Broadway, avec une distribution comprenant Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones et Richard Gere. Mais Le Pianiste, avec Adrien Brody livrant l'une des performances les plus bouleversantes émotionnellement de la décennie, était, selon la plupart des critiques, le film supérieur. Chicago était distribué par Miramax et Weinstein a fait tourner sa machine de campagne à plein régime cette année-là. Encore une fois, ça a marché. Le Pianiste est constamment étudié et débattu. Chicago est surtout retenu comme un film divertissant qui a, par hasard, remporté un Oscar. Sous le plus grand chapiteau du monde est considéré comme l'un des pires Oscars jamais attribués. Le film raconte l'histoire d'un homme qui dirige un cirque itinérant. C'était un grand spectacle visuel pour l'époque, et son réalisateur, Cecil B. DeMille, était déjà connu pour avoir réalisé Boulevard du Crépuscule, Cléopâtre et Les 10 Commandements à 2 reprises. Beaucoup pensent que c'est en raison de sa longue et importante carrière que l'Académie a décidé de le récompenser, non pas pour la qualité de ce film, mais pour l'ensemble de sa trajectoire. Cependant, beaucoup pensent aussi que ce film hyper mélodramatique, mal monté, surjoué et globalement ennuyeux, fait partie des œuvres qui n'auraient jamais dû remporter un Oscar, et Le Tour du monde en 80 jours n'est pas loin derrière. Le Tour du monde en 80 jours illustre un type très particulier d'erreur aux Oscars, celle où le spectacle prime sur le fond. Basé sur le roman de Jules Verne, le film met en vedette David Niven et Quentin Flass dans une aventure autour du monde tournée à grande échelle, avec des apparitions de stars comme Buster Keaton et Frank Sinatra. En plus d'être un énorme succès commercial, il a reçu 8 nominations aux Oscars et en a remporté 5, dont celui du meilleur film. L'Académie de cette époque accordait une grande importance aux productions grandioses, remplies de décors incroyables et de grandes stars. Mais la concurrence comprenait aussi Les 10 Commandements et Géant, avec la dernière prestation à l'écran de James Dean. Aujourd'hui, Le Tour du monde en 80 jours est presque totalement tombé dans l'oubli. Le fait qu'il ait battu Géant, qui contient l'une des performances finales les plus célébrées de l'histoire d'Hollywood, est le genre de décision qui devient de plus en plus difficile à expliquer au fil des décennies.
Et si vous pensez que perdre un Oscar est terrible, c'est que vous n'avez pas vu les acteurs dont la carrière a été détruite après en avoir remporté un. Cliquez sur la vidéo à l'écran pour découvrir de qui il s'agit.